vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Autre Cuisine. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter ce journal et l'approche qu'il porte? Alors, l'autre cuisine, en fait, est un magazine à destination des acteurs de la restauration collective. On précise les autorités organisatrices de la restauration collective, c'est-à-dire des élus, des collectivités territoriales, des directeurs, des acheteurs, bien sûr des cuisiniers. En fait, ce magazine a été créé en 2016 avec un projet éditorial collectif, collaboratif. Un projet qui a pour objectif de fédérer et valoriser la restauration collective responsable et sociale. Fédérer et valoriser la restauration collective, en fait, autour du magazine, mais plus encore aussi avec le déploiement d'événements nationaux et régionaux, défis et controverses. Et puis, à l'heure de l'Internet et des réseaux aussi, donc avec les réseaux Internet, les newsletters, et en association avec Cantine Responsable. D'accord, merci. Donc vous êtes un journal collaboratif, vous rassemblez différents collaborateurs, justement, qui travaillent ensemble, journalistes, experts, lecteurs, partenaires. Qu'est-ce qui a été remonté, qu'est-ce qui vous a été remonté, qu'est-ce que tous ensemble vous avez vu apparaître de neuf pendant la crise? Alors, pendant la crise sanitaire, ce qui a été très très prégnant et poignant, c'est de voir que ce service de la restauration collective était très très important pour des populations fragiles et que des enfants ne bénéficiant pas du repas souvent très peu cher de la restauration collective, eh ben, les familles avaient du mal à joindre les deux bouts. Donc ça a amplifié le rôle social de la restauration collective. Derrière rôle social, donc vous parlez des repas pour les enfants et notamment pour les familles en situation de précarité. Est-ce que vous voyez d'autres rôles sociaux de la En restauration? fait, on a vu effectivement des expériences assez nouvelles. Par exemple, à Marseille, où la ville demande à Sodexo de réouvrir sa cuisine centrale pour fournir des repas aux plus démunis, donc au sens large, c'est-à-dire toutes les familles des personnes qui ne vont pas habituellement à la cantine, ou à Clichy-sous-Bois, où le département donc, de Seine-Saint-Denis demande aussi aux équipes de la restauration collective de produire des repas pour les plus défavorisés. Donc, c'est-à-dire, ils faisaient 6000 repas par jour. Donc, d'un seul coup, on a une restauration collective qui sort de son cadre habituel, qui là, dans ce cas-là, c'est-à-dire la cuisine centrale de Marseille ou la cuisine centrale de Clichy-sous-Bois, habituellement fournissait des repas pour les scolaires et là, vont produire des repas pour des personnes précaires. Et en fait, c'est tout ce que l'aide alimentaire n'avait pas pu faire et n'avait pas accès à ces populations. Mmh. Donc la plupart des restaurations collectives étaient totalement fermées pendant le confinement, mais d'autres ont continué à fonctionner sous la volonté de politiques, d'élus. Alors, en fait, les restaurants qui ont fermé, c'était vraiment parce qu'ils étaient dans l'enceinte de l'éducation nationale et donc dans l'enceinte scolaire. Et là, effectivement, c'était difficile de les faire fonctionner. Par contre, on a vu de nombreuses restaurations collectives, finalement des cuisines centrales, des cuisines un petit peu à l'extérieur de cette structure de l'éducation nationale, fournir des repas aux plus défavorisés, donc faire du portage à domicile vers les seniors, aider les familles ayant des problèmes d'accès à cette alimentation et puis même nourrir des enfants de soignants. Donc là, ça a été finalement la bonne volonté de certains. Ils ont renforcé leur rôle et c'était vraiment euh, c'est vraiment grâce à des hommes et des femmes, bien sûr, qui se sont impliqués et qui ont, en fait, j'ai eu ce terme assez souvent, donné du sens à leur travail. Donc vous parlez de la mobilisation vraiment du personnel de restauration et des responsables de restauration collective. Est-ce Oui. que vous avez constaté aussi la création de
partenariats avec des associations de dons alimentaires, par exemple? Alors oui, effectivement, là, si on reprend l'exemple de Seine-Saint-Denis, c'est effectivement parce que la collectivité se rend compte que les associations ont du mal à fournir les repas, les bénévoles qui sont des seniors sont confinés, et là, elle va proposer aux associations. Donc c'est un travail en ligne directe avec les associations qui ont besoin, pendant cette période de la crise sanitaire, d'avoir des repas. Et effectivement, les banques alimentaires aussi m'ont posé la question le problème, c'est qu'ils ont des produits bruts et qu'ils cherchent des lieux de production de repas. Donc peut-être qu'on a des passerelles à trouver entre ces associations et la restauration collective. Je pense que ça, c'est de la volonté des collectivités de faire le nécessaire. Alors, on en vient à ma dernière question, Laurent, pour parler de l'avenir, justement, et des enseignements tirés de cette période de crise. Qu'est-ce que vous auriez à proposer ou qu'est-ce que vous avez compris, vous, à titre personnel, mais aussi toute l'équipe de rédaction du journal L'Autre Cuisine? Qu'avez-vous tiré en matière d'enseignement pour aller vers plus de résilience? En fait, cette expérience nous a amené à voir que la crise sanitaire a amplifié le rôle de la restauration sociale. C'est-à-dire que euh, ça l'a amplifié en soulignant son absence, mais en soulignant aussi la volonté des équipes de cuisine d'agir, de renforcer leur rôle, donner du sens à cette restauration qui devrait, pour moi, demain, être accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire en particulier à toutes ces personnes qui ne cuisinent pas. Ça paraît effectivement aberrant en France, mais il y a plein de familles modestes qui ne cuisinent pas, ne peuvent pas cuisiner. À tous ces seniors qui sont un peu oubliés chez eux. C'est-à-dire, on pourrait ouvrir, grâce à la restauration collective, à son réseau, en fait, des restaurants sociaux beaucoup plus accessibles à toute la population. Et donc, si vous aviez un conseil particulier à donner aux collectivités pour essayer d'avancer dans ce sens-là, lequel serait-il? Je pense qu'il faut que les collectivités, les élus en particulier, se rendent compte qu'ils ont un outil entre les mains et qu'ils doivent y prendre beaucoup plus, y porter beaucoup plus d'attention, mieux le gérer et en faire réellement un outil de restauration sociale. Notre slogan, c'est faire de la restauration collective une richesse et non plus une charge. Je pense que c'est exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire que les élus s'emparent de ces structures, de ces équipes, de ce moyen-là de cuisiner pour vraiment faire un acte politique très engagé. Merci, Laurent. De rien.